Wolfgang von Trips. La Formule 1. Pour des millions de spectateurs à travers le monde, elle incarne la vitesse absolue, la perfection technique et le frisson ultime. C'est le théâtre des héros modernes, là où les plus grands pilotes affrontent la limite du possible dans des machines conçues pour défier les lois de la physique. Mais derrière les trophées, les cris des foules et le glamour des paddocks, se cache une autre réalité, celle du sang, des flammes et des vies brisées. Depuis ses débuts, la Formule 1 a toujours été un sport d'une dangerosité extrême. Pendant des décennies, les pilotes prenaient le départ équipés seulement de casques rudimentaires, parfois même sans ceinture de sécurité. Les circuits étaient bordés d'arbres, de murs de béton, de fossés ou pire encore, de spectateurs placés à quelques mètres de la trajectoire. Dans ce contexte, chaque erreur, chaque panne mécanique, chaque fraction de seconde pouvait transformer une course en tragédie. Pour chaque champion célébré, combien de carrières se sont terminées dans un silence brutal, sur l'asphalte? Ces drames ne sont pas des histoires abstraites. Ils sont ceux d'hommes bien réels, avec des familles, des espoirs et des rêves. Certains étaient de jeunes talents promis à un avenir glorieux, prêts à succéder à leurs mentors. D'autres, des vétérans aguerris, se battaient pour le titre mondial. Mais qu'ils soient débutants ou confirmés, la vérité implacable restait la même. La vitesse ne pardonne jamais. Dans les prochaines minutes, nous allons retracer 6 des décès les plus brutaux et marquants de l'histoire de la Formule 1. Chaque récit ne parle pas seulement d'un accident, mais d'une vie, d'un caractère et d'un moment précis où tout a basculé. Nous irons à Watkins Glen en 1973, où l'étoile montante française François Cévert a trouvé la mort. Nous reviendrons à Monza en 1961, où Wolfgang von Trips a perdu la vie en même temps que 15 spectateurs. Nous irons sur la redoutable Nordschleife, la boucle nord du Nürburgring, ce circuit infernal qui a coûté tant de vies, et nous évoquerons Peter Collins et Karel Godin de Beaufort. Puis nous traverserons Casablanca en 1958, théâtre du drame qui a emporté Stuart Lewis Evans dans les flammes. Enfin, nous terminerons en Autriche en 1975 avec la disparition de l'Américain Mark Donohue, victime d'un simple éclatement de pneus. Ces histoires ne sont pas racontées pour glorifier l'horreur, mais pour rappeler un héritage. Car si la Formule 1 est aujourd'hui plus sûre que jamais, c'est grâce au prix payé par ces hommes. Chaque innovation, chaque barrière, chaque système de protection existe parce que quelqu'un, un jour, y a laissé sa vie. Aujourd'hui, les pilotes disposent de monocoques en carbone, du système Halo, de combinaisons ignifugées et d'équipes médicales prêtes à intervenir en quelques secondes. Et pourtant, derrière cette sécurité moderne, plane toujours l'ombre de ceux qui ne sont jamais rentrés au stand. Bienvenue dans ce voyage à travers 6 tragédies brutales qui ont marqué à jamais l'histoire de la Formule 1. Le 6 octobre 1973, le soleil du matin se lève au-dessus de Watkins Glen, dans l'État de New York. La brume se dissipe peu à peu, révélant un circuit sinueux, bordé de barrières métalliques impitoyables. Ce jour-là, François Cévert, jeune pilote français de 29 ans, s'apprête à écrire, sans le savoir, la dernière page de sa carrière. Cévert n'était pas seulement un talent, il était le protégé de Jackie Stewart, triple champion du monde, qui voyait en lui son successeur naturel chez Tyrrell. Charismatique, élégant, rapide, Cévert avait tout pour devenir l'icône d'une nouvelle génération. Pourtant, ses débuts avaient été difficiles. Ses origines juives et son style de vie flamboyant avaient suscité des critiques. Mais au fil des années, il s'était imposé. Sous la tutelle exigeante mais bienveillante de Stewart, il était devenu un pilote discipliné, précis et redoutable. Watkins Glen, avec ses enchaînements rapides, semblait taillé pour son audace. La Formule 1 de 1973 Newton avait rien de la sécurité moderne. Les voitures développaient 500 chevaux, atteignaient plus de 240 km/h, mais les circuits n'offraient ni zone de dégagement, ni murs absorbant les chocs. Il n'y avait que de l'asphalte étroit et des barrières d'acier. Un seul écart pouvait être fatal. Ce matin-là, l'ambiance était tendue. Les qualifications battaient leur plein, chaque pilote cherchant la limite. À 11h15, Cévert s'élance pour un nouveau tour lancé. Il attaque les S, cette section en montée, connue pour ses virages rapides en aveugle. Tout repose sur quelques centimètres d'adhérence. À la sortie d'une courbe, son pneu avant gauche
effleure le vibreur. Une erreur minime, imperceptible, mais à cette vitesse, elle est fatale. La Tyrrell perd l'équilibre, décroche et traverse la piste. Le premier choc est violent, la voiture rebondit, se soulève légèrement. Puis, dans sa rotation, elle percute de plein fouet la barrière opposée, directement au niveau du cockpit. Le métal se plie, transperce la cellule comme une lame. En une fraction de seconde, l'habitacle est pulvérisé. François Sévère meurt sur le coup, son corps déchiqueté par la violence du choc. Les commissaires accourent, mais il n'y a rien à faire. Sur les gradins, certains spectateurs s'effondrent en larmes. Jackie Stewart, son mentor, est anéanti. Lui qui s'apprêtait à annoncer sa retraite, voit disparaître celui qui devait prendre sa relève. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. La France pleure son pilote le plus prometteur. Ses funérailles, retransmises à la télévision, rassemblent une nation entière. Pour Tyrrell, c'est la perte d'un ami, d'un frère et du futur leader de l'écurie. Watkins Glen sera profondément modifié après cette tragédie. Des chicanes seront ajoutées pour réduire la vitesse dans les zones les plus dangereuses. Mais rien ne pourra effacer ce 6 octobre 1973. Sévère demeure, dans la mémoire collective, bien plus qu'une victime. Il incarnait l'élégance, le courage et une vitesse naturelle que peu possédaient. Sa mort brutale a marqué la fin d'un rêve, celui d'un champion français prêt à régner sur la Formule 1. Aujourd'hui encore, son nom évoque une étoile filante, brillante, éphémère, et disparue au moment même où elle allait illuminer le ciel. Le 10 septembre 1961, l'Autodromo Nazionale de Monza résonne du rugissement des moteurs Ferrari. Plus de 100 000 spectateurs se pressent dans les tribunes, impatients d'assister à la bataille finale pour le titre mondial. Au centre de toutes les attentions, Wolfgang von Trips, 33 ans, aristocrate allemand, est favori pour décrocher le championnat. Von Trips n'était pas un pilote ordinaire. Comte de naissance, il avait choisi la course automobile par passion, affrontant le danger avec une détermination froide. Sa carrière avait été marquée par des accidents terribles, dont un en Belgique en 1960 où il s'était fracturé les côtes et avait subi une commotion cérébrale. Mais en 1961, il semblait avoir trouvé un équilibre. Régulier, rapide et au volant d'une Ferrari dominatrice, il n'était plus qu'à quelques points du titre. À ses côtés dans l'équipe, un autre prétendant, l'Américain Phil Hill. Les deux pilotes, équipés de la redoutable Ferrari 156 Sharknose, se disputaient le sommet. La Formule 1 de cette époque était brutale. Les voitures atteignaient 240 km/h avec à peine 200 chevaux, mais les circuits étaient des pièges mortels. Peu de barrières, des spectateurs massés derrière de simples grillages et aucune véritable zone de sécurité. Le départ est donné. Hill prend la tête, Von Trips se cale en deuxième position. Le rythme est effréné, la tension palpable. Au deuxième tour, alors que les voitures déboulent dans la longue courbe de la Parabolica, le destin frappe. À plus de 240 km/h, la Ferrari de Von Trips entre en contact avec la voiture de Jim Clark. Le choc est léger, une simple roue contre roue, mais à cette vitesse, cela suffit. La voiture de Von Trips se cabre, dévie brutalement vers la gauche, puis s'envole. Elle franchit le talus, décolle dans les airs et percute la foule derrière les barrières. La scène est apocalyptique. La Ferrari se disloque en plein vol. Des morceaux de métal et de pneus sont projetés comme des projectiles meurtriers. Von Trips, éjecté de son cockpit sans ceinture, s'écrase lourdement au sol. Il est tué sur le coup, victime de traumatismes à la tête et à la poitrine. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Les débris frappent les spectateurs entassés le long de la piste. 15 d'entre eux meurent instantanément, parmi lesquels plusieurs enfants. Des dizaines d'autres sont blessés. Monza, temple de la vitesse, se transforme en champ de ruines. Et pourtant, le drapeau rouge n'est jamais brandi. Craignant une panique générale, la direction de course décide de continuer l'épreuve. Les pilotes, inconscients de l'ampleur du désastre, poursuivent leur lutte. À la fin, Phil Hill remporte la victoire et devient champion du monde. Mais son triomphe est teinté d'horreur. Son titre restera à jamais associé à la mort de son coéquipier et de 15 innocents. Les funérailles de Von Trips en Allemagne sont célébrées avec les honneurs. L'Allemagne perdait son premier véritable prétendant au titre mondial, un homme qui avait porté l'espoir de toute une nation. Son décès poussa les autorités à revoir la sécurité des circuits. Les courbes relevées furent interdites
et les barrières de protection renforcées. Monza, dans sa configuration de 1961, ne fut jamais utilisé à nouveau. Wolfgang von Trips incarne encore aujourd'hui l'image du noble pilote, aristocrate et téméraire qui flirtait constamment avec la limite. Sa mort tragique à Monza n'a pas seulement coûté la vie à un champion en devenir, mais elle a marqué un tournant sanglant dans l'histoire de la Formule 1, le 3 août 1958. Le Nürburgring, surnommé la Nordschleife, s'étend sur plus de 22 km à travers les forêts de l'Eifel. Avec ses 174 virages, ses dénivelés brutaux et ses pièges invisibles, les pilotes l'appellent l'enfer vert. Ce jour-là, des milliers de spectateurs se pressent pour assister au Grand Prix d'Allemagne. Parmi les favoris, Peter Collins, jeune pilote britannique de 26 ans, au volant d'une Ferrari. Collins était connu pour son caractère généreux et désintéressé. Quelques années plus tôt, il avait volontairement cédé sa voiture à Fangio afin de lui permettre de remporter un titre mondial. Il était aussi un mentor apprécié des jeunes pilotes, un homme charmant, aimé de tous dans le paddock. Mais derrière ce sourire, il y avait une témérité qui frôlait parfois l'inconscience et la Nordschleife ne pardonnait jamais ce genre d'excès. La Formule 1 de 1958 était brutale. Les voitures développaient près de 250 chevaux, mais les circuits n'avaient ni zone de dégagement, ni véritable protection. Les pilotes portaient de simples casques en cuir, sans ceinture de sécurité. Une sortie de route signifiait souvent un face-à-face avec des arbres ou des fossés. Et ce jour-là, pour corser le tout, la pluie du matin avait rendu la piste encore plus perfide. Une trajectoire séchait peu à peu, mais le moindre écart sur l'asphalte humide était synonyme de danger mortel. Collins se montrait intrépide. Au fil des tours, il poussait son rythme, se battant contre son coéquipier Tony Brooks. Au 9e tour, il abordait la section rapide de Wipperman et se préparait à plonger dans le célèbre Flensgarten, un enchaînement de bosses, de sauts et de virages aveugles, parmi les plus piégeux du circuit. À pleine vitesse, sa Ferrari 246 bondit après une compression. Les suspensions se dérobent, les pneus perdent momentanément leur adhérence. La voiture dérive, mord l'herbe détrempée et sort de la trajectoire. En une fraction de seconde, Collins perd le contrôle. La Ferrari plonge dans un fossé et s'envole. Elle effectue un premier tonneau, puis un second. Au cours du second, Collins est éjecté de l'habitacle ouvert. Son corps heurte violemment une souche d'arbre en bord de piste. Son casque en cuir, dérisoire face à la violence du choc, n'offre aucune protection. Les commissaires accourent, mais Collins est inconscient, gravement blessé à la tête. Sa voiture, broyée, repose à quelques mètres, fumante dans la forêt allemande. Transporté en urgence à l'hôpital de Bonn, il subit une opération désespérée. Mais ses blessures sont trop lourdes. Quelques heures plus tard, Peter Collins succombe. Il avait 26 ans. La nouvelle plonge le paddock dans la stupeur. Ferrari perdait un de ses pilotes les plus prometteurs. Fangio, son ami et mentor, fut profondément marqué, tout comme de nombreux collègues qui voyaient en lui un frère plus qu'un rival. Ses funérailles eurent lieu dans l'intimité, dans son village natal de Stone, en Angleterre. La mort de Collins fit pression sur les organisateurs. Le Nürburgring, déjà tristement célèbre, renforça certains secteurs avec des barrières et des grillages. Mais pour beaucoup, c'était trop tard. L'enfer vert avait encore réclamé une nouvelle victime. Peter Collins reste dans les mémoires comme un pilote courageux et généreux, un homme prêt à tout donner pour son équipe et ses amis. Mais sa fougue, ce mélange de passion et de témérité, fut aussi ce qui l'emporta ce jour d'août 1958 dans les forêts de l'Eifel. Le 1 août 1964, le Nürburgring, encore une fois, s'apprête à rappeler sa réputation impitoyable. Pendant les essais du Grand Prix d'Allemagne, un pilote singulier prend place sur la grille. Karel Godin de Beaufort, aristocrate néerlandais de 30 ans, figure atypique d'une Formule 1 en pleine mutation. De Beaufort n'était pas un professionnel comme les autres. Baron issu d'une famille riche, il dirigeait sa propre écurie, l'écurie Marsbergen, depuis son domaine familial. Dans une ère où les grandes équipes d'usines commençaient à dominer, il incarnait encore l'esprit du gentleman driver, indépendant, passionné et parfois excentrique. Sa Porsche 718 orange, obsolète et lourde en 1964, n'avait rien à voir avec les bolides modernes des constructeurs. Mais pour lui, courir était une affaire de cœur, pas de calcul. La Formule 1 de cette époque restait cruelle,
Pas de ceinture de sécurité, pas de cockpit fermé, peu de protection médicale. Les circuits étaient bordés de talus, d'arbres et de bottes de foin dérisoires. Un simple accident pouvait suffire à ôter la vie. Et la Nordschleife, surnommée l'Enfer Vert, était le théâtre le plus dangereux de tous. Ce jour-là, de Beaufort commence prudemment. Il effectue des tours de reconnaissance, lit l'évolution de l'asphalte. Puis, peu à peu, il hausse le rythme. Ses changements de rapport deviennent plus secs, ses trajectoires plus nettes. Il sait qu'il lui faut un bon temps pour justifier sa qualification face aux grandes équipes. En fin d'après-midi, les conditions sont idéales. Le baron attaque la descente vers Bergwerk, une courbe rapide et traîtresse, abordée à haute vitesse après une longue ligne droite. C'est là que tout bascule. À mi-chemin, sa Porsche dévie brusquement vers la gauche. Était-ce une erreur de pilotage ? Une défaillance mécanique? Personne ne le saura jamais. La voiture quitte la piste, file sur l'herbe humide et percute les arbres à pleine vitesse. L'impact pulvérise l'avant du véhicule. Le châssis se tord, les morceaux volent dans la forêt. Propulsé hors de son cockpit, de Beaufort est projeté plusieurs mètres plus loin. Son corps retombe lourdement, criblé de blessures à la tête, à la poitrine et aux jambes. Les commissaires accourent. Il respire encore, mais faiblement. Transporté d'urgence à l'hôpital de Coblence, puis évacué à Cologne dans la soirée, il subit une opération. Mais ses blessures internes sont trop graves. Le 2 août 1964, Karel Godin de Beaufort meurt à l'âge de 30 ans. Ses funérailles ont lieu dans l'intimité, sur le domaine familial de Marsbergen. Sa famille, des amis proches et quelques représentants du sport automobile néerlandais lui rendent hommage. Pour les Pays-Bas, c'est la perte d'un pionnier, l'un des rares pilotes à avoir atteint la Formule 1 par pure passion, loin des structures d'usine. À la suite de son décès, le Nürburgring renforce discrètement certains secteurs avec des clôtures et augmente le personnel médical. De petites mesures, mais qui marquent une première étape vers une prise de conscience plus large. Karel Godin de Beaufort reste dans l'histoire comme le dernier vrai gentleman driver de la Formule 1. Un homme qui n'a jamais couru pour les titres ou la gloire, mais pour l'amour du sport. Mais sur le circuit qu'il affectionnait tant, l'Enfer Vert, il a fini par payer le prix ultime. Le 19 octobre 1958, le soleil écrasant du Maroc inonde le circuit d'Ain Diab, tracé temporaire sur les routes publiques de Casablanca. L'asphalte, chauffé à plus de 38 degrés, brille sous la chaleur. Ce Grand Prix est particulier, c'est la dernière manche de la saison, et l'équipe britannique Van Wall joue le titre mondial. Parmi ses pilotes, un homme discret mais essentiel, Stuart Lewis Evans, 28 ans. Originaire de Walthamstow, Lewis Evans n'était pas un enfant de la fortune. Mécanicien de formation, il s'était frayé un chemin jusqu'à la Formule 1 par le travail acharné et une détermination sans faille. Dans l'ombre des stars comme Stirling Moss, il s'était imposé comme un équipier fiable, capable de ramener des points précieux pour l'écurie. Silencieux, appliqué, il n'était pas de ceux qui cherchent la gloire, mais il incarnait l'âme d'un combattant. Le circuit d'Ain Diab, long de 6 km, était un piège mortel. Des lignes droites bordées de palmiers, des virages rapides encadrés par des fossés ou des murs, et aucune infrastructure de sécurité. Dans ces conditions, chaque tour était une roulette russe. La course démarre sous une chaleur suffocante. Les voitures Van Wall, rapides mais fragiles, souffrent. À partir du 40e tour, Lewis Evans occupe la 5e place, mais sa mécanique est à bout de souffle. Soudain, le moteur casse, un piston se bloque, les roues arrière se figent. À pleine vitesse, la voiture part en travers. La Van Wall glisse, heurte un fossé et décolle. Elle s'écrase lourdement, se retourne et explose dans un mur de flammes. Prisonnier de son cockpit, Lewis Evans lutte désespérément. Quelques secondes plus tard, il parvient à s'extraire, mais son corps est déjà ravagé par les brûlures. Plus de 75% de sa peau est atteinte. Bras, jambes, dos, visage. Les commissaires tentent d'éteindre le brasier avec du sable et des extincteurs rudimentaires, mais le mal est fait. Transporté d'urgence, il est rapatrié le soir même au Royaume-Uni, dans une clinique spécialisée en brûlures à East Grinstead. Pendant 6 jours, les médecins se battent contre les infections et les défaillances d'organes. Mais les blessures sont trop sévères. Le 25 octobre 1958, Stuart Lewis Evans s'éteint. Il avait 28 ans. Sa disparition bouleverse profondément son équipe.
Tony van der Velde, le patron de Van Wall, est anéanti. Quelques mois plus tard, il décide de se retirer de la Formule 1, malgré les succès sportifs. Pour lui, la perte de Lewis Evans est la preuve que ce sport exigeait un prix trop lourd. Les funérailles ont lieu à Walthamstow. Simple mais émouvante, elle rassemble sa famille, ses amis, ses coéquipiers. Moss et Brooks, ses compagnons de Van Wall, pleurent un camarade loyal et courageux. Le Grand Prix de Casablanca ne reviendra jamais au calendrier de la Formule 1. Trop dangereux, trop rudimentaire. L'accident de Lewis Evans est resté comme l'un des symboles de cette époque où le feu, plus encore que la vitesse, était l'ennemi numéro 1 des pilotes. Aujourd'hui, son nom est moins connu que celui d'autres champions, mais son sacrifice a marqué une étape importante. Ses brûlures, son calvaire, ont poussé la discipline à prendre plus au sérieux le danger des incendies. Les combinaisons ignifugées, les réservoirs plus sûrs, les secours mieux équipés sont nés des flammes qui l'ont emporté. Stuart Lewis Evans n'était peut-être pas une star, mais il représentait l'essence du sport, un homme ordinaire, porté par une passion extraordinaire, prêt à tout donner pour son équipe. Sa mort tragique rappelle que derrière chaque succès en Formule 1 se cachent des sacrifices silencieux, souvent oubliés, mais essentiels. Le 17 août 1975, le ciel gris recouvre le Österreichring, en Autriche. La pluie du matin a laissé la piste humide, glissante, traîtresse. Les équipes s'affairent pour trouver le bon réglage. Parmi les pilotes présents, un Américain de 38 ans attire l'attention, Mark Donohue. Ingénieur, perfectionniste, vainqueur des 500 000 d'Indianapolis et champion en IndyCar, il tente encore de s'imposer dans la discipline la plus exigeante. La Formule 1. Donohue était un pilote à part. Contrairement à beaucoup de ses pairs, il n'était pas seulement un homme de volant, il était aussi un brillant technicien. Méthodique, analytique, il savait traduire ses sensations en données précises, aidant son équipe Penske à développer des voitures toujours plus performantes. Aux États-Unis, on le surnommait Captain Nice pour son calme et sa rigueur. Mais en Europe, la Formule 1 représentait un défi plus rude, un terrain où même son intelligence et son sang-froid seraient mis à l'épreuve. Ce week-end d'août 1975, Donohue pilote une March 750 et une voiture instable à haute vitesse, surtout au freinage. Mais il reste confiant, son approche scientifique lui a déjà permis de compenser des défauts mécaniques par des réglages minutieux. Le Österreichring, rapide et dangereux, exige une précision absolue. Ses longues lignes droites, ses courbes aveugles, laissent peu de place à l'erreur. Ce matin-là, lors de la séance d'essai, Donohue enchaîne les tours, ajustant tour après tour son style et les réglages. Vers 10 heures, il s'élance pour un nouveau tour rapide. La piste commence à sécher, offrant plus de grippe. Mais à l'entrée de la première courbe rapide, tout bascule. À plus de 225 km/h, le pneu avant gauche éclate soudainement. La voiture dévie brutalement vers la gauche, traverse l'asphalte humide et percute de plein fouet les barrières. Le choc est terrifiant. La March explose littéralement contre le grillage, projetant des débris dans tous les sens. Un commissaire est frappé et tué sur le coup. Donohue, lui, sort de la carcasse conscient. Il parle encore, visiblement secoué, mais sans blessure apparente. Les médecins, prudents, le transportent d'urgence à l'hôpital de Graz. Pendant quelques heures, son état semble stable, mais bientôt, les symptômes s'aggravent. Violents maux de tête, perte de conscience. Les examens révèlent une hémorragie cérébrale, conséquence d'un choc à la tête lors de l'accident. Une opération est tentée, mais il est trop tard. Le 19 août 1975, Mark Donohue meurt. Il avait 38 ans. Son décès frappe la communauté du sport automobile comme un rappel brutal. Même les pilotes les plus méticuleux, les plus intelligents, ne sont pas à l'abri de la fatalité. Ses funérailles, organisées dans le New Jersey, rassemblent sa famille, ses anciens coéquipiers, des ingénieurs et des pilotes américains. Tous rendent hommage à un homme qui avait changé la manière de concevoir le sport en combinant science et passion. L'accident provoque aussi une onde de choc juridique. En 1986, après des années de procédure, Goodyear, le fournisseur de pneus, conclut un accord à l'amiable avec l'écurie Penske, versant près de 10 millions de dollars. Et dès 1977, la première courbe du Österreichring est modifiée, ajoutant une chicane pour réduire la vitesse. Mark Donohue reste dans l'histoire comme bien plus qu'un pilote.
C'était un ingénieur au volant, un homme qui avait élevé la précision et l'intelligence technique au rang d'art. Mais ce jour d'août 1975, sur le bitume autrichien, même sa méthode et son calme n'ont pas pu le sauver d'un destin tragique. L'histoire de la Formule 1 est écrite en lettres de gloire, mais aussi de sang. Derrière chaque titre, chaque victoire éclatante, se cache une litanie de drames humains. François Sévère, Wolfgang von Trips, Peter Collins, Karel Godin de Beaufort, Stuart Lois Evans, Mark Donoghue, sinon, 6 destins brisés, 6 rappellent que la vitesse n'accorde aucun pardon. Leurs histoires s'étendent sur 2 décennies, de la fin des années 1950 aux années 1970, une époque où la course automobile flirtait constamment avec la mort. Les circuits étaient des pièges, bordés d'arbres, de fossés, de barrières en acier. Les pilotes portaient des casques fragiles, parfois de simples coques en cuir, et n'avaient aucune ceinture de sécurité. Les voitures, pleines de carburant, devenaient des bombes roulantes, prêtes à s'embraser au moindre impact. Dans ce contexte, survivre n'était pas seulement une question de talent, mais aussi de chance. Pourtant, malgré ces dangers, ces hommes montaient en piste encore et encore. Pourquoi? Parce qu'au-delà du risque, il y avait une passion inextinguible. Le frisson de la vitesse, le défi de dompter une machine indomptable, la quête d'un instant de gloire. Ils savaient que chaque départ pouvait être le dernier, mais choisissaient quand même de s'asseoir derrière le volant. Ce courage, ou cette folie, est ce qui les a rendus inoubliables. Mais leurs morts n'ont pas été vaines. Chaque tragédie a agi comme un électrochoc. Après Sévère, Watkins Glen a été modifié. Après Von Trips, Monza a interdit ses courbes relevées. Après Lois Evans, les flammes sont devenues un ennemi pris au sérieux, menant à l'introduction des combinaisons ignifugées et des réservoirs plus sûrs. Après Donoghue, les tracés ont intégré davantage de chicanes et de zones de dégagement. La Formule 1 moderne, avec ses cockpits renforcés, ses halos, ses barrières absorbant l'énergie, ses secours médicaux rapides, est l'héritière directe de ces sacrifices. Si aujourd'hui un pilote peut sortir indemne d'un crash à plus de 300 km/h, c'est parce que des hommes, avant lui, ont payé le prix ultime. En regardant en arrière, on ne peut qu'admirer leur bravoure, mais on ne doit pas oublier la douleur, des familles détruites, des carrières fauchées, des foules témoins de scènes insoutenables. La F1 a toujours été un équilibre fragile entre fascination et horreur. Et c'est ce contraste qui la rend si particulière. Ces 6 histoires ne sont qu'un échantillon. Des dizaines d'autres noms jalonnent l'histoire de la discipline, parfois oubliés, parfois éclipsés par des champions vivants. Pourtant, ils méritent tous d'être rappelés, car sans eux, la Formule 1 Newton n'aurait pas évolué, n'aurait pas survécu. Aujourd'hui, quand un pilote s'élance sur la grille de départ, protégé par une technologie de pointe, il le fait en héritier de Sévère, de Von Trips, de Collins, de Beaufort, de Lois Evans, de Donoghue. Leur legs, c'est une Formule 1 plus sûre, mais qui n'a rien perdu de son intensité. La vitesse reste un jeu dangereux, mais grâce au sacrifice du passé, elle n'est plus systématiquement une condamnation à mort. Et dans le rugissement des moteurs modernes, résonne toujours l'écho de ceux qui ont donné leur vie pour que ce sport continue d'exister.